Tant qu'il y aura des gens capables d'accepter la contradiction et sensibles au choc des idées, l'Intelligent TV vous offrira toujours des plateaux de débat télévisés. Et en voici un ce soir avec Beta Michel Daosekou comme invité que nous allons retrouver dans quelques instants. Mais c'est sans écouter. Cécile Mobio, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Cécile Mobio, en attendant le choc des idées sur ce plateau avec Daosekou et Beta Michel, dites-nous, qu'est-ce qu'il y a au menu de ce soir? Merci Khalil Koné, bonsoir, j'espère que tu vas très bien. Je vais bien. Alors, Soro Guillaume poursuit ses visites. Après le Niger, l'ancien président de l'Assemblée nationale s'est rendu au Burkina Faso, où il a été reçu par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition burkinabé. L'élection à la présidence du PDCI arrive à grands pas. 5 personnalités ont déposé leur dossier de candidature. Pour éviter les dissensions internes, le parti s'est lancé à la recherche du consensus. Est-il encore possible à ce stade des préparatifs du 8e congrès extraordinaire? Et puis la présidentielle au Sénégal, Bassirou Faye, secrétaire général et bras droit d'Ousmane Sonko, est le plan B du parti PASTEF, les Patriotes, pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. C'était le sommaire. Place à présent à Khalil Koné et les invités pour la suite de la revue de presse grand format. Bon week-end à vous et puis portez-vous bien. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. Au revoir. Cécile Mobio, avant de vous laisser partir, je ne sais pas si vous faites le même constat que moi. Regardez bien l'écran de votre télévision. Il y a une couleur qui domine ce soir, c'est le bleu. Je suis en bleu, Cécile également en bleu. Le bleu, c'est ma couleur préférée. Cécile, et vous? Bon, c'est ma couleur aussi préférée. D'accord, merci beaucoup. À la semaine prochaine pour un autre passage dans cette émission, la revue de presse grand format qui démarre dans quelques instants. À tout de suite. Après sa visite au général Abdourahmane Tchiani, le président de la transition nigérienne, l'ancien premier ministre ivoirien Soro Guillaume a été reçu par le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. C'était le lundi 20 novembre 2023 au palais de la présidence du Burkina Faso. Écoutons Guillaume Soro au sorti de cette rencontre. Durant, loin du continent africain en exil, et comme je me plais à le dire, c'est tellement saisissant de voir que je peux fouler à nouveau le sol du Burkina Faso grâce à un gouvernement militaire. Là où, je vous le signale, notez-le, écrivez-le, les gouvernements prétendument démocratiquement élus ont refusé de reconnaître le droit du citoyen que je suis, du Ouest africain que je suis. Et c'est pourquoi mes premiers mots sont des mots de gratitude. Guillaume Soro dit gagner. Nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV pour le démarrage de cette émission avec ce premier sujet relatif à la visite de Guillaume Soro au Burkina Faso. Pour commenter ce sujet, nous recevons sur ce plateau Beta Michel, directeur fondateur du journal Le Bélier. Monsieur Beta, bonsoir. Bonsoir Khalil. Merci d'avoir encore une fois répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je profite pour saluer nos populations de partout en Côte d'Ivoire, notamment celle de Godiboué, mon village maternel. Merci beaucoup, merci pour ce coucou à l'endroit des populations de votre village maternel. Monsieur Daosekou, bonsoir. Bonsoir, Koné. À vous également dit merci d'avoir répondu à notre invitation. Oh, c'est tout à fait normal. C'est toujours un plaisir renouvelé pour moi d'être toujours invité sur ce plateau que j'affectionne tant.
On imagine encore le choc des idées de ce soir. C'est pour le bonheur de nos téléspectateurs. Alors, monsieur, on a écouté à l'instant Guillaume Soro après sa rencontre avec le président de la transition au Burkina Faso. Et quel est le commentaire qu'on peut faire des propos de Guillaume Soro, Beta Michel? D'abord, depuis un certain temps, cela fait au moins 9 jours que Soro a été reçu par le général Tiani, l'homme fort du Niger. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le président du Burkina, l'homme fort du Burkina qui le reçoit. Mais Soro a eu un discours qui ne manque pas de nous interpeller tous. Il dit qu'il salue son hôte, celui qu'il a reçu, bien entendu, et fait remarquer qu'avant cela, un pouvoir, soi-disant démocratiquement élu, lui a refusé son accès au Burkina. Je crois que Soro doit se méfier des mots. Parce que le pouvoir qui traite de soi-disant effectivement démocratiquement élu par les Burkinabés qui le reçoivent aujourd'hui. Le président actuel, c'est un président pouchiste. Il ne faut pas cacher les mots. C'est un président pouchiste. Quel que soit ce qu'il va faire, il n'a pas l'onction populaire, comme c'est indiqué en démocratie. Donc aujourd'hui, tout ce qu'il fait, il le fait de son bon gré, sans tenir compte de certains fondamentaux des tests. Et je pense que c'est à ce titre-là qu'il reçoit Soro pour chercher, je ne sais pas, une quelconque, je dis, une certaine audience auprès d'une tranche de sa population, mais c'est mal parti. Je crois que Soro même gagnerait à éviter ce genre de rencontre-là, qui lui donne une étiquette qui n'est pas bonne. C'est simple. Aujourd'hui, on observe que le Libéria vient de sortir d'une élection, au sortir de laquelle le président sortant a reconnu sa victoire. L'Afrique souffre de démocratie. Et ceux qui ne sont pas dans cette dynamique-là, même à mal, le peu d'espérance de la jeunesse. Aujourd'hui, quand on voit de nombreux jeunes fuir nos zones pour aller soi-disant se chercher en Europe, c'est dû à quoi? C'est parce que l'espérance est brisée par des régimes qui ne donnent pas trop d'espoir à la jeunesse. Aujourd'hui, dans les pays dits dominés par les pouchistes, même les journalistes sont emmenés sur le front parce qu'ils critiquent le pouvoir. Parce que c'est tolérable ça. C'est tolérable ce genre d'attitude-là, au point que quelqu'un vienne vanter ces régimes-là, sous prétexte qu'ils l'ont reçu. Mais moi je crois que Soro il s'éloigne gravement des espérances de ces populations en pensant vouloir faire du plaisir à des individus. Non, il faut éviter ça. Les coups d'État sont condamnables. Quel que soit celui qui le fait, le coup d'État n'a pas de raison d'être dans cette Afrique-là. Aujourd'hui, on est à bout de ces genres de pratiques-là. Aujourd'hui, les peuples africains aspirent à un niveau de démocratie pour espérer. Parce que sans la démocratie, sans l'expression populaire, sans l'expression qui permette à chacun d'exprimer son opinion, on ne peut pas construire un pays dans la voie de la paix. C'est bien noté. Alors, Dao Sekou, autant pour moi, Dao Sekou, comment est-ce que vous analysez cette visite de Guillaume Soro au Burkina Faso? Il était la semaine passée au Niger, cette fois c'est le Burkina Faso. Moi, c'est toujours avec un pincement au cœur que je vois que le cas Guillaume Soro, dans la mesure où, lorsque je le vois errer comme une âme en peine à travers le monde, là où il devrait être aujourd'hui assis en toute quiétude en Côte d'Ivoire, ça me fait de la peine au cœur. Mais à l'entendre parler, j'ai l'ultime conviction qu'il est victime lui-même de ses propres turpitudes. Parce qu'aujourd'hui, Guillaume Soro, par rapport aux fonctions qu'il a occupées en Côte d'Ivoire, notamment le poste de ministre d'État, Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, il gagnerait à arranger son langage. Parce que c'est très important. Il y a des gens qui le suivent. Donc, il est important pour Guillaume Soro, s'il veut véritablement redorer son blason, s'il veut qu'on lui enlève le titre qu'on lui a collé de chef rebelle de déstabilisateur, il est bon qu'il soigne son langage. Qu'est-ce que vous reprochez à son discours, aux propos qu'il a tenus après cette rencontre? La symbolique d'abord des visites qu'il a faites au Niger et maintenant au Sénégal. Ça se symbolise quoi? Le Niger, c'est un gouvernement putschiste. Et le Burkina est dans la même lignée. C'est un gouvernement putschiste. Donc, lorsque Guillaume Soro, qui a à cœur de diriger un jour la Côte d'Ivoire, s'affiche avec des régimes putschistes et qui plus est, ne sont pas en odeur de sainteté avec sa mère patrie qui est la Côte d'Ivoire, il y a évidemment des questions qu'il faut se poser.
est l'objectif de Guillaume Soro en allant s'afficher avec ces pays-là, non seulement putschistes, mais qui ont à cœur également d'en découdre avec sa mère patrie. Pour vous, l'objectif, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait du patriotisme? Ici, c'est clair et net. Il apporte son soutien à ces putschistes-là. Il apporte son soutien à ces pays-là dans leur lutte de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, qui se trouve être la mère patrie de Guillaume Soro. Donc je pense que pour un jeune leader comme lui, qui, il faut le dire, il faut le reconnaître, a contribué fortement au combat politique aujourd'hui, qui a permis aujourd'hui à certains cadres de ce pays d'être au pouvoir, il est bon aujourd'hui que ce jeune homme-là puisse revoir son langage, son attitude, s'il veut véritablement avoir l'adhésion. On va dire M. Guillaume Soro plutôt oui, que jeune homme. S'il veut avoir véritablement l'adhésion des Ivoiriens à sa cause. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire regorge des valeurs, des talents. Vous savez, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, notamment au PDCI, on a les TIAM et autres qui font leur entrée sur la scène politique. Donc, il est bon que Guillaume Soro revoie un peu sa stratégie communicationnelle pour ne pas encore s'attirer encore les foudres des uns et des autres par rapport à son antécédent qui n'est pas trop reluisant à mon sens. Monsieur Bita, est-ce que vous avez aussi la même impression? Vous pensez que l'objectif de cette visite, c'est d'apporter un soutien Il le dit, c'est pas ce que je pense, c'est ce que lui-même il dit. Il dit, il félicite ce régime-là dans tout ce qu'il fait. Il a dit, on ne s'est pas inventé. Mais moi, je dis toujours, vous savez, les mots nous rattrapent toujours. Soro Guillaume, dans sa quête d'avoir des alliés, d'avoir des personnalités qui le reçoivent, choisit les mauvais alliés. Il choisit aujourd'hui les mauvais alliés. La Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. La Côte d'Ivoire pour laquelle il se bat, dit-il, pour contribuer à la réconciliation et à la démocratie dans ce pays, n'a pas besoin d'un type d'alliés putschistes. Les coups d'État, on a vu ce que ça nous a conduit, à quoi ça nous a conduit ici. On a vu la Côte d'Ivoire souffert depuis 1999 de ces coups d'État multiples. Bon, ça crée la déstabilisation, les horizons se bouchent et l'avenir de nos infrastructures, de notre développement, je veux dire, ça devient obscur. Et ça, ce n'est pas des choses que les Ivoiriens aimeraient revivre. Donc je crois qu'il gagnerait à s'inscrire dans une volonté, s'il a toujours la soif d'accéder au pouvoir, par les unes et par le seul moyen, ce soit ainsi et non pas autre chose. Moi, je pense qu'on pourrait lui prêter toutes sortes de qualificatifs aujourd'hui. Est-ce que Soro Guillaume ne cherche pas des alliés pour déstabiliser la Côte d'Ivoire? On pourrait lui prêter mais je pense qu'il n'a pas intérêt à ce que ce soit ainsi pour lui. Il n'a pas intérêt pour lui-même et ses alliés. La preuve en est, quand on l'a vu avec ces chefs d'État putschistes, certains de ses partisans se sont levés ici, ou du moins ils ont applaudi, on les a arrêtés. Ils sont en prison aujourd'hui. Est-ce que c'est de ça que Soro a besoin? Est-ce que Soro a-t-il besoin de ça? Aujourd'hui, où ceux qui ont combattu Ouattara avec des armes sont au pays en train de mener la bague politique pour essayer de redorer leur blason, Soro gagnerait à s'inscrire dans cette dynamique-là que de vouloir se donner l'attitude des chefs déstabilisateurs. D'accord. Voilà. Alors, M. Dar, est-ce que vous pensez que Soro, en se conduisant ainsi, se met à dos les autorités ivoiriennes? Bien évidemment, c'est-à-dire le devoir régalien de tout pays est de veiller à la sécurité intérieure de son pays. Et vu les discours qui sont proférés par le sieur Guillaume Soro, eh bien, il est clair et net que le gouvernement se donne les moyens d'assurer la sécurité de leur pays avec tous les moyens dont il dispose. Moi, ce qui me gêne énormément dans le cas Guillaume Soro, c'est-à-dire la solution est très simple. Et la solution de quiétude et de paix se trouve même dans les mains de Guillaume Soro. Vous savez que Guillaume Soro était en parfaite harmonie avec le président Ouattara. Malheureusement, dans sa quête politique, il a commis deux grosses perles aujourd'hui qui lui valent l'exil. La première perle que Guillaume a commise, c'est d'affronter frontalement le président Ouattara, tout en oubliant que la notoriété dont il jouissait était le fait d'être avec le président Ouattara. Il estime aussi que il est celui qui a permis à Ouattara d'être là où il est. Non, ça c'est la manifestation d'un égo surdimensionné. Moi, je suis de la même promotion que Guillaume Soro à l'université. Lorsque nous étions encore à l'université, M. Ouattara était pratiquement Premier ministre, il était déjà à la BCAO, pendant que nous, on se cherchait encore à l'université. Donc, l'humilité recommande que lorsque tu as été dans une posture de la sorte, il faut avoir l'humilité de reconnaître que M. Ouattara est ton dévancier et qu'il est avant tout plus puissant que soi. Mais là, le fait de vouloir montrer aux uns et aux autres
que c'est toi qui as fait M. Ouattara, c'est ce qui nous crée tous ces déboires-là. Donc, il est bon que Soro reconnaisse à un moment donné. Il a mené une lutte, c'est vrai, tout le monde le sait, on est tous unanimes là-dessus, mais il a été récompensé aussi à sa juste valeur. Sinon, qu'est-ce qui ferait que Soro soit Premier ministre, alors qu'il n'a jamais travaillé dans un pays? Donc, c'est la récompense du combat qu'il a mené. Donc, à un moment donné, il faut savoir raison garder. C'est vrai que tu as mené un combat, mais tu as été récompensé dans le combat. Maintenant, si tu as des ambitions, il faut le faire avec maestria, il faut le faire avec lucidité, il faut le faire avec respect. Le péché mignon de nos politiques, nos jeunes politiciens africains, c'est qu'ils confondent très souvent la lutte politique à une sorte de guerre. Non. La lutte politique n'est pas synonyme d'arrogance politique. On peut mener une lutte politique tout en respectant l'autre, surtout lorsque l'autre est d'un certain âge. Moi, aujourd'hui, je concevrais mal que quelqu'un vienne tenir des propos irrévérencieux à l'endroit du président Gbagbo ou à l'endroit du président Bédié sous le prétexte fallacieux de lutte politique. Non. Et nous sommes en Afrique également. Il faut tenir compte de notre africanité qui exige certaines valeurs. Les valeurs de respect vis-à-vis de l'aîné, valeurs de respect vis-à-vis du chef, qui, j'ajoute, sont des principes même religieux, des principes bibliques, des principes islamiques, qui recommandent que nous ayons du respect pour ceux qui sont au pouvoir. Donc je pense que le sieur Guillaume Soro devrait revoir sa posture, devrait revoir ses rhétoriques, s'il veut vraiment entrer dans les bonnes grâces du pouvoir, et regagner tranquillement la Côte d'Ivoire. Parce que sa place n'est pas à l'étranger. Vous avez parlé du pouvoir. Le pouvoir a effectivement réagi au cas Guillaume Soro. C'est à la faveur du Conseil des ministres tenu hier, jeudi 23 novembre 2023. Au sortir de ce Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly, s'est prononcé sur le cas Guillaume Soro. On va l'écouter et on reviendra pour commenter ensemble ses propos. Pour ce qui est donc de savoir si M. Guillaume Soro peut rentrer, bien évidemment. Je pense là-dessus que le ministre de l'Intérieur qui a eu à gérer le retour de plusieurs exilés volontaires dit juste quand il dit que M. Guillaume Soro peut rentrer quand il veut. Effectivement, le pays est ouvert. J'ai rappelé ici à plusieurs reprises que la vision de paix du chef de l'État a fait qu'il a donné les moyens pour que tous ceux qui s'étaient auto-exilés puissent rentrer. Et vous avez tous suivi ici les mouvements de tous ceux qui sont rentrés dans le pays. Tous ceux qui ont voulu rentrer sont rentrés. Maintenant que quelqu'un refuse de rentrer, c'est sa responsabilité. Vous êtes bel et bien sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes vendredi 24 novembre 2023. Nous sommes en direct. Vous suivez la revue de presse grand format, l'émission qui est consacrée au décryptage de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Dans quelques instants, on ira au Sénégal pour parler du choix de Diomaye Faye en remplacement de Ousmane Sonko. Ça sera la dernière partie de cette émission. Mais avant, nous sommes à la première partie qui est consacrée à la visite de Guillaume Soro au Burkina Faso. Nous sommes en train de commenter cette visite avec nos invités sur le plateau, Dao Sekou, Beta Michel. Vous aussi, vous avez l'occasion de commenter cette visite. Laissez-nous vos commentaires, vos points de vue et puis on se fera le plaisir de les relayer sur les antennes en direct. Alors messieurs, on va commenter ces propos du porte-parole du gouvernement. Beta Michel, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Amadou Coulibaly quand il dit que Soro Guillaume s'est exilé volontairement? Non, nous savons que Soro Guillaume pèse deux peines, celle de 20 ans et puis une peine à perpétuité. Moi, je crois que c'est pourquoi j'ai parlé d'une volonté de la part de Soro de donner un gage de sécurité ou bien un gage de jeu de volonté d'apaiser le climat social. Ce gage, il faut qu'il le donne. Mais par ses alliances aujourd'hui, par ses rapprochements, il nous donne l'impression de quelqu'un qui veut en découdre avec le pouvoir. Et ça, ce n'est pas fait pour garantir son retour facile au pays. Moi, je crois que même si aujourd'hui, Soro, qui a été dans les bonnes grâces du pouvoir pendant longtemps, qui connaît ce pouvoir-là, il peut trouver des moyens en dehors des aspects
je veux dire, en dehors des voies officielles, pour pouvoir approcher les autorités et puis trouver les moyens de rentrer au pays. Vous avez parlé tout à l'heure de la condamnation de Guillaume Soro, 20 ans à perpétuité. Est-ce que c'est parce qu'il a contraint aussi à aller hors de la Côte d'Ivoire? Quand il dit Soro s'est exilé volontairement, j'ai dit Soro pèse 2 peines. Donc c'est des peines qui sont de nature à amener quelqu'un à fuir son pays. Donc c'est pas un exil volontaire. Non, c'est pas volontaire, c'est pas volontaire. Soro n'aurait pas aimé être là où il est aujourd'hui. Mais je dis, il lui appartient, bien que tu ne sois pas là où tu veux être, mais il t'appartient de vrai pour revenir. Moi, je prends toujours l'exemple de ceux qui sont là actuellement, ceux qui ont été de la mouvance présidentielle du temps de Gbagbo et qui sont au pays. Voyez-vous, ce que la Côte d'Ivoire a vécu depuis 1999, du coup d'État contre le régime du PDC-IDA, nous devons tout faire, tout mettre en œuvre pour que ça n'arrive plus. Donc, les discours, nous devons veiller sur nos discours. Et nous-mêmes qui avons la parole sur les antennes, nous devons aussi corriger, emmener les uns et les autres à comprendre que la belligérance, l'affrontement n'a rien donné. Parce que la preuve a été démontrée, il n'y a pas un qui est plus fort que l'autre. Ça, ce n'est pas parce que Ouattara dirige aujourd'hui qu'il peut penser que c'est parce qu'il est plus fort que ses adversaires. Non, loin s'en faut. Au contraire, il a besoin de la paix que lui donnent ses adversaires pour pouvoir continuer de bien gérer le pays. On dit la paix préalable à tout développement, c'est Houphouët-Boigny qui nous l'a dit. Donc, cette paix-là, elle est aussi l'œuvre de l'opposition que du pouvoir en place. C'est pourquoi Soro, aujourd'hui, qui se trouve dans une posture de disgrâce vis-à-vis du pouvoir en place, gagnerait à assagir son discours, pour pouvoir se donner les moyens de revenir au pays et mener sa barque politique. Il a créé un mouvement, aujourd'hui c'est dissous. D'accord, Daou Sekou, vous avez aussi la même impression. Vous pensez que Soro Guillaume ne s'est pas exilé volontairement? Oui, il faut prendre les propos du ministre Amadou Coulibaly au 2e degré, pas au 1er degré. Lorsqu'il dit qu'il s'est exilé volontairement, c'est un appel de pied qu'il lance à Guillaume Soro. Il veut dire par là que tu as vu, tu es sous le coup des condamnations. Mais Blé Goudé était sur les mêmes coups de condamnation, certaines personnes étaient sur les mêmes coups de condamnation, mais de par leur posture pacifiste, leur posture respectueuse, leur posture de rassembleur, ils ont pu regagner leur pays malgré ces condamnations qui planaient sur leur tête. Donc c'est tout simplement dire à Guillaume Soro de changer de langage, de changer de fusil d'épaule. Nous ne sommes plus dans le temps de la belligérance. Il y a eu un temps pour la rébellion, il y a eu un temps pour les affrontements meurtriers qui ont fait beaucoup de morts, beaucoup de victimes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a un autre temps. Le monde, il est cyclique. Hein? Le monde, il est cyclique. Donc, il faut savoir interpréter les cycles de la vie. Lorsqu'on refuse de gagner raison et qu'on s'enfonce toujours, on s'engonce toujours dans les postures de belligérance, dans les postures conflictuelles, on risque très souvent d'en payer le prix fort. Donc, il revient à Guillaume Soro de faire vraiment, de mettre balle à terre, de revoir sa posture. C'est vrai, peut-être qu'il peut en avoir gros sur le cœur, il peut estimer à un moment donné de son existence que les gens ne lui ont pas rendu ce qu'il méritait. Mais je pense que tout ça, on peut s'asseoir entre adultes et puis discuter, voir ensemble les solutions à mener, que de se figer dans une posture de guerre, une posture guerrière qui, à la longue même, risque de nous être préjudiciable. Donc il est bon aujourd'hui que le camarade Guillaume Soro vraiment rentre dans les rangs, qu'il fasse amende honorable pour que ces sympathisants et aujourd'hui qui sont en Côte d'Ivoire puissent au moins profiter de sa présence parmi eux ici pour mener le combat qu'il a commencé depuis 2002. Alors Guillaume Soro a également réagi à ces propos de ministre Amadou Coulibaly. C'était sur X, l'ex-Twitter. Il a dit ceci. J'apprends que le gouvernement inconstitutionnel de Côte d'Ivoire annonce, non sans ironie, que je peux désormais rentrer dans mon pays. Si cela m'a pris 5 longues années pour regagner ma terre ancestrale africaine, il en sera autrement pour retourner sur ma terre natale ivoirienne par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant. Oui. Béta Michel, qu'est-ce que vous en pensez? Les propos déjà sont de nature à nous mettre dans une posture de belligérance inutile. Soro qui qualifie le pouvoir d'anticonstitutionnel. Le gouvernement inconstitutionnel. Tu vois, anticonstitutionnel. Bon, ce n'est pas des attitudes. Aujourd'hui, avec la posture de Soro, ce n'est pas des attitudes responsables. Ce n'est pas des attitudes responsables. Je crois que Soro gagnerait à revoir son discours. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. Je le dis toujours, Ouattara a été le premier à nous tenir des discours pour... il a traité le pouvoir même de moribond. Il a dit, je frapperai ce pouvoir, à un moment il tombera. Il a tenu ses propos aussi graves. Et on a vu à quoi ça nous a conduit. Il y a eu des rébellions, il y a eu des coups d'État. Vous pensez que c'est ce que les Ivoiriens veulent vivre aujourd'hui?
quand tu traites un pouvoir qui a la geste, pourquoi tu ne traites pas le pouvoir où tu es parti au Burkina des anticonstitutionnels? Lui, il est plus anticonstitutionnel que celui que tu prétends être anticonstitutionnel, parce qu'il se base sur rien que sur les armes. Hein? Quand tu peux t'aboucher à ceux-là, les féliciter, mais tu dois modérer ton discours vis-à-vis du pouvoir d'Abidjan. Moi, je ne dis pas que Abidjan n'a rien à se reprocher dans ce qui arrive à Soro, mais Soro gagnerait pour le bon, c'est Gueye qui nous disait le bon ton, voilà, pour la bonne marche politique de notre pays, de revoir son discours. Quand vous dites Abidjan n'a rien à se reprocher, pour vous, Abidjan se reproche quoi? Mais j'ai parlé des 2 condamnations qui pèsent sur Soro. D'accord, c'est bien. Non, mais attends, quelqu'un qu'on condamne par contumace, il n'a même pas eu le temps de se défendre. On le condamne 2 peines, hein, une à perpétuité et une à chose de 20 ans. Mais attends, quand on le fait comme ça, sans que cette personne même soit là présente, on attend qu'il rentre en disgrâce avec nous pour le condamner comme ça. Ben, je crois qu'il y a trop de politique dans les condamnations de Soro. C'est pourquoi je dis, je sais qu'Abidjan doit avoir de quoi se reprocher vis-à-vis de Soro. Mais je dis toujours, et je tiens à le répéter, Soro est un Ivoirien. Et il a vu la marche que la Côte d'Ivoire a connue pendant longtemps. Et cette marche, les Ivoiriens ne veulent plus la revivre. C'est pourquoi je souhaite pour lui qu'il corrige son discours, qu'il amenuise son discours. S'il ne peut pas traiter le gouvernement du Niger d'anticonstitutionnel, s'il ne peut pas traiter le gouvernement du Burkina avec lequel il s'abouche aujourd'hui d'anticonstitutionnel, il ne peut pas le faire aussi. D'accord. Daou Sekou. Bon, ces propos de Guillaume Soro me confortent dans ma position que la maturité et la responsabilité font cruellement défaut à Guillaume Soro. On ne peut pas avoir été à des postes dans ce pays, à des hauts postes, et puis aujourd'hui tenir un tel raisonnement. Quelle image on donne de soi-même lorsqu'on fait cette déclaration tapageuse, à la limite de l'irrévérence même vis-à-vis de son pays. Je pense qu'aujourd'hui, Guillaume Soro doit s'auto-discipliner et s'auto-éduquer. Il est très important. Aujourd'hui, il n'est plus un citoyen lambda. Il est une référence pour certains, qu'on le veuille ou pas. Il est une référence pour certains, il est un leader pour certains. Donc pour ceux-là, il doit servir de modèle. C'est très important. Nous sommes dans un environnement où les jeunes gens imitent des modèles. Mais si Guillaume Soro se pose en modèle, mais il faudra qu'il donne l'exemple à travers son attitude, à travers les propos qu'il tient, à travers même son comportement d'ensemble. Donc venir insulter son pays, sa mère patrie, avec de tels propos, alors qu'on est soi-même, on fait le tour des pays qui ne jouissent même pas d'un brin de légitimité, je pense qu'il y a une incongruité. Il y a une incongruité, il y a une incohérence même dans sa démarche. Donc il est important que Guillaume Soro revienne à des meilleurs sentiments, qu'il s'autodiscipline, qu'il s'auto-éduque et qu'il vraiment porte les oripeaux d'un vrai leader qui a à cœur de conquérir le pouvoir d'État par les idées et non par la déstabilisation et les armes. Merci beaucoup à vous, M. Daou Sekou, pour ces propos. Je rappelle que vous avez l'occasion de nous appeler aussi pour participer, commenter aussi l'actualité avec nous. Le numéro, c'est ce qui s'affiche au bas de votre écran, 27 22 55 40 84. Je reprends le numéro, 27 22 55 40 84. À défaut d'un appel, vous pouvez nous laisser des commentaires et puis on va les lire à l'antenne pour vous. On va se retrouver dans quelques instants pour évoquer le deuxième sujet de ce soir. Il est relatif au congrès extraordinaire du PDCI-RDA prévu le 16 décembre 2023. Le 16 décembre 2023, le PDCI-RDA ira en congrès extraordinaire pour élire son nouveau président. Cécile Mobio l'a dit à l'entame de cette émission. 5 personnalités ont fait acte de candidature. Il s'agit de Maurice Kakou Gikawe, Tidjane Thiam, Akosi Benjo, Jean-Marc Yassé et Komwe Kofi Moïse que vous voyez à l'instant à l'écran. Le consensus longtemps recherché peine encore à se dessiner. On en parle tout à l'heure. Le temps pour nous de suivre ensemble ce reportage de Sapel Monet relatif au dépôt des dossiers de candidature des différents candidats. Confrontation d'idées. Quand il n'y a pas de polémique autour de vous, ça veut dire que vous n'êtes pas important. Le président Ali Konamedi. Donc c'est lui qui sera là. La Côte d'Ivoire
doit, il connaît les sections, il connaît les délégations, ne s'érige pas en président du parti qui veut. Donc nous pensons que Guy Kawe est donc l'homme qu'il faut. Une liesse populaire de militants aux couleurs du Parti démocratique de Côte d'Ivoire autour des candidats à la présidence du parti. La succession au président Henri Konan Bédié au PDCI bat son plein en Côte d'Ivoire. Le vendredi 17 novembre 2023, 24 heures après le dépôt de candidature de Banjo Akossi, l'économiste Tidjane Thiam, Jean-Marc Yassé, actuel maire de la commune de Cocody, Maurice Kakou Gikawe, secrétaire exécutif du parti, et Koumoué Kofi Moïse, ancien ministre, ont procédé à la remise de leur dossier de candidature au comité électoral et livrent leur vision de l'avenir du parti. Je suis candidat pour avoir le privilège de vous servir. Un président sert et ne se sert pas. Pour la survie du parti, oui, ce n'est pas exclu. L'essentiel, ce n'est pas de dire je, c'est nous. Et c'est ensemble qu'on peut être fort. Personne n'est fort. Il y a une seule personne qui est forte, c'est Dieu. Nous tous, nous allons passer. Nous sommes venus parce que c'est une candidature par devoir. Si tu n'es pas candidat, tu auras trahi la mémoire de Houphouët-Boigny. Je pense qu'il est de mon devoir de transmettre l'enseignement reçu de Houphouët-Boigny et de Konan Bédié aux plus jeunes que moi. Je me suis rappelé que, en tant qu'ancien ministre du président Houphouët, qui avons vécu des situations difficiles, le président Houphouët m'a dit un jour que Koumoué, on ne fait pas la politique avec l'émotion, on ne fait pas la politique avec la passion, on ne fait pas la politique avec la haine, mais on fait la politique avec la raison. Les soutiens du candidat Tidjane ont opté pour une entrée triomphale de les candidats, tandis que Jean-Marc Yassé, Maurice Kakou Gikawe et Koumoué Kofi avaient fait le choix d'une mobilisation plus sobre. Maurice Kakou Gikawe a choisi cette option en raison du deuil qui frappe le parti suite au décès du président Henri Konan Bédié. Il a même déposé une gèbe de fleurs à la place Henri Konan Bédié au siège du parti à Cocody avant le dépôt de son dossier des candidatures. Pour rappel, le vice-président Akossi Banjo avait déposé ses dossiers de candidature le jeudi 16 novembre. Ils sont donc 5 à avoir déposé les dossiers de candidature pour la présidence du PDCI RDA. Le comité électoral analysera les dossiers et rendra public dans les jours à venir la liste des candidats retenus. Voilà, nous sommes de retour pour évoquer le sujet qui concerne le congrès extraordinaire du PDCI RDA. Beta Michel, est-ce que le consensus est encore possible au PDCI? Non, il faut le dire, le consensus est ce qui est recherché. Mais sans consensus ou avec consensus, les élections auront lieu le 16 décembre prochain. Donc c'est ce que nous devons retenir. Quel PDCI après le 16 décembre? C'est un PDCI qui doit aller à la conquête du pouvoir d'État. Parce que ne manquons pas de voir que cette élection du 16 décembre, c'est en ligne de mire les élections présidentielles 2025. Donc aujourd'hui, qu'on ait un candidat qui peut mener le PDCI à la présidence de la République, à la magistrature suprême, c'est le vœu le plus ardent de tous les militants de ce parti. Et je pense que le choix des congressistes va se porter sur celui-là. Parce que le PDCI a besoin de revenir au pouvoir. Après 23 ans dans l'opposition, je crois qu'il n'est même pas de l'intérêt d'un militant du PDCI de souhaiter que le PDCI puisse encore garder cette posture d'opposant qui est en train de se dégarnir. Parce qu'aujourd'hui, on a vu la saignée du PDCI en 2018. Et je pense que si on n'est pas focus sur la présidentielle de 2025, si on n'est pas focus pour ramener le PDCI au pouvoir, on risque d'avoir des saignées au sein des partis. Alors vous qui êtes du PDCI, vous êtes du service communication de ce 8e congrès extraordinaire du PDCI. Dites-nous à quel niveau le PDCI est exactement au niveau du consensus? À quel niveau? Est-ce qu'on peut espérer un consensus ou la question du consensus se traite au plus haut niveau. Au niveau du président et des instances mises en place. Mais est-ce qu'actuellement ça va? Mais non, tu sais, le consensus ne sera, comme tu le dis, est-ce que ça va? Ira que seulement quand on aura le candidat du consensus. Sinon, pour l'instant, c'est les tractations. C'est les tractations et je pense que, vu la maturité de ceux qui mettent les tractations et la maturité même des candidats,
on peut toujours espérer. Tant que la liste n'est pas publiée, on peut toujours espérer. Donc je crois que le PDCI est dans une dynamique de fonder ses bases solides autour de celui qui sera élu le 16 décembre prochain. Jusqu'à ce jour, il n'y a aucune candidature qui a été acceptée? Non, la liste définitive des candidats sera programmée avant le 2 décembre. Donc je crois que pour l'instant, nous sommes au stade de spéculation sur les éventuels candidats. Ça, c'est la pure spéculation parce que le comité électoral est en train de travailler et il rendra la liste en public. Tous les Ivoiriens prendront connaissance. Pour l'instant, c'est au stade de spéculation. Mais ce que je puis dire, ce que le PDCI a réussi depuis la mort de Bédié, je pense que le 16 au terme de cette élection, le PDCI va réussir encore de plus grandes choses. Parce que tous les candidats sont unanimes. Quand tu entends leur discours, chacun veut servir le PDCI. Et je fais remarquer encore que depuis le décès du président Bédié, c'est la première fois que les militants sont sortis de leur torpeur pour montrer la vitalité de ce parti, le dynamisme qui règne au sein du PDCI. Les militants du PDCI ont soif de revenir au pouvoir. Et ils le démontrent chaque fois que les leaders les appellent. Donc je crois que le 16 décembre est une date charnière pour le PDCI et chaque candidat le comprend pour vouloir mettre les énergies ensemble pour arriver à quelque chose de potable pour le PDCI et de grand pour le parti. D'accord. Monsieur Dao, quelle est votre appréhension de ce consensus? Il y a certains qui disent que ce n'est pas possible vu le nombre de candidats. On a 5 personnalités qui ont fait acte de candidature. Est-ce que comme ces personnes-là, vous aussi, vous pensez que ce consensus sera difficile à obtenir? Bon, avant de parler de consensus, il est bon que je dise que je suis tombé en admiration devant le PDCI, vu sa capacité de résilience après la tempête qu'il a secouée relativement à la disparition du président Bédié. Beaucoup avaient parié sur la descente aux enfers de ce parti, avec comme point d'orgue la dislocation du parti. Mais le PDCI nous a fait une leçon de résilience, une leçon de vitalité, de solidité, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et comme résultat, on voit tous ces candidats qui se bousculent au portillon de la présidence du PDCI. C'est dire que c'est un parti sur qui il faut compter beaucoup. Maintenant, en termes de consensus, il le faut. C'est très important parce qu'il ne faudrait pas qu'à ce stade de la vie du PDCI, que des ambitions personnelles, des ambitions égoïstes, des ambitions mal jaugées viennent porter atteinte au vent de dynamisme qui est en train de prendre forme aujourd'hui au PDCI. Parce qu'il est important que le PDCI s'entende sur l'essentiel. L'essentiel, ce sont les élections présidentielles de 2025. Ils auront en face un RHDP très fort. Donc, pour porter le change devant un parti comme le RHDP, il est bon déjà qu'en amont, le PDCI ait une base solide avec un candidat représentatif de la majorité des militants qui a une vision commune avec celle des militants. Pour vous, c'est qui ce candidat? Aujourd'hui, je ne saurais le dire, mais je pense déjà que la qualité des candidats qu'on a vus, que ce soit Koumoué Kofi, que ce soit Gikawe, que ce soit Thiam, que ce soit Yassé et que ce soit Akossi Benjo, ce sont des hommes qui ont tenu à un moment donné le PDCI. Ce sont des hommes de valeur et tous. Ce sont des hommes de valeur, ce sont des hommes de cran qui ont montré plus d'une fois leur amour pour le PDCI et RDA. Donc, à ce stade de la compétition, eux tous méritent de diriger la tête du PDCI. Mais il reviendra au Congrès 6 et il reviendra aux militants du PDCI de faire le choix, un choix de raison ou un choix idéologique selon leur vision à eux, pour porter celui qu'ils semblent être aptes à même de porter le flambeau PDCI et pourquoi pas remporter les élections présidentielles 2025 face au RHDP. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'implosion qui guette le PDCI? Non, moi je dis la saignée a déjà eu lieu au PDCI. En 2018, quand le PDCI s'est séparé du RHDP, nous avons eu tous ceux qui voulaient partir sont partis. Et non des moindres, des grands cadres à qui le PDCI a tout donné sont partis. Donc aujourd'hui, ceux qui sont là, ils sont fondamentalement attachés aux idéaux du PDCI et au PDCI. Donc, je pense que cette élection est à ceci de particulière, en tant qu'élection, qu'elle montre les appétits des uns et des autres à diriger le parti. Mais ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais en soi. C'est à montrer que le parti a des ressources, a des cadres dynamiques. Mais au-delà de ce dynamisme que nous voyons et que nous applaudissons, il faut comprendre que l'objectif premier du PDCI aujourd'hui, l'objectif qui doit guider tout militant de ce parti, c'est comment le PDCI revient au pouvoir. Et avec qui? Et avec qui là? C'est maintenant on doit le décider. Parce qu'il nous reste comment que 2 ans. Vous pensez qu'un PDCI avec Gikawe à sa tête peut revenir au pouvoir? Non, c'est les militants qui doivent décider.
Mais je veux... Oui, voilà. Les militants vont décider. Moi, vous voulez mon opinion? Oui, votre analyse, non, votre point de vue. Quel que soit celui que le PDC va choisir le 16 décembre, il devra mener le PDC au pouvoir. C'est ça mon opinion. Donc, il appartient aux congressistes de regarder sur l'horizon 2027. Avec un président qui, dès maintenant, prend les rênes du parti pour conduire ce parti-là au pouvoir. Le PDC ne peut plus rester dans l'opposition après 2027. Alors, quand vous dites avec un président qui, dès maintenant, prend les rênes du parti pour le conduire au pouvoir, vous êtes en train d'exclure une présidence dirigée par Guy Kawe, parce que lui, il a dit clairement qu'il n'a pas d'ambition présidentielle. Son objectif, c'est simplement de diriger le parti. Vous voyez-vous. Moi, alors, au travers de votre analyse, il n'est pas l'homme qu'il faut pour le PDC. Non, c'est les congressistes qui vont dire, mais je vais vous dire quelque chose. Vous imaginez un leader politique qui ne veut pas briguer la présidence de la République. Mais pourquoi il fait la politique? Aujourd'hui, même moi-même, si vous m'envoyez engagé en politique, c'est parce que je veux être président. Oui, mais je ne peux pas accepter. Il ne veut pas être président, mais il veut faire quelqu'un président. Oui, mais s'il ne veut pas être président, je pense que celui qui voudra être président doit choisir maintenant. Quitte à donner à Guy Kawe certains privilèges. Ce n'est pas un impératif des textes du PDC. Non, on peut être président du parti sans être forcément président. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je crois que vous n'allez pas nous faire l'injure. Hein, au PDCI. Ce n'est pas une injure, M. Bétard. Les textes sont clairs. Vous regardez la nomenclature des partis politiques en Côte d'Ivoire, depuis toujours. Vous pensez que ces nombreux militants qui regarderont leur président, qui ne veut pas prendre la présidence de la République, seront motivés à battre le pavé nuit et jour pour conduire le parti au pouvoir? Mais non, n'allez pas rêver. C'est le leader, le président, sera la cheville ouvrière que les militants vont porter pour le mener au pouvoir. Parce que ne vous trompez pas. La notion de président qui ne veut pas le pouvoir, c'est un leurre. C'est un leurre politique qui est suicidaire pour le PDCI. D'accord. Alors, M. Dao, on a eu l'occasion d'écouter Guy Kawe lors de la déclaration de sa candidature. Il a dit comme ça, être président du parti et candidat du parti à l'élection présidentielle, il va arriver un moment où le président va faire gérer le PDC par procuration forcément. Vous pensez ainsi? Oui, moi je suis d'avis, j'ai toujours dit, ça a été mon point de vue même sur ce plateau. J'ai dit qu'au stade où le PDCI se trouve actuellement, il serait judicieux pour le PDCI de dissocier la présidence du parti et le candidat du parti. Je parle de l'heure actuelle, avec les déconvenus qu'ils ont eu avec la disparition brutale du président Bédié. Pour la restructuration définitive et pérenne du PDCI, à mon sens, il convenait qu'il fasse la lutte pour trouver un président qui va créer le consensus autour de lui pour qu'ensemble avec tous les militants, trouve un candidat idoine pour conquérir le pouvoir d'État. Donc, moi, je suis entièrement d'accord avec Guy Kawe quand il le dit. Maintenant, on entend ça et là souvent des récriminations par rapport à la sortie de Guy Kawe, mais il y a une crise de confiance. Les gens se disent que peut-être Guy Kawe veut se servir de ça pour les avoir à l'usure. Donc, il y a une crise de confiance qui se joue aujourd'hui au PDCI. Les gens n'ont pas entièrement confiance à Guy Kawe par rapport à cette sortie. Qu'est-ce qu'ils mijotent? D'aucuns se le disent. Peut-être c'est une subterfuge pour Guy Kawe de leur ravir la candidature in fine. Donc, ils préfèrent dès maintenant les caciques du PDCI qui veulent voir leur mentor, celui qu'ils ont à cœur de porter à la magistrature suprême, le voir dès maintenant être à la présidence du parti, pour ne pas être surpris demain au cas où les textes venaient à être changés ou appliqués, selon leur vision. Alors, M. Bétard, avant de vous donner la parole, permettez-moi de lire ce commentaire de l'un de nos internautes. Kafi, c'est son nom. Il dit ceci: moi, Kofi, je demande pardon à tous les hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Pardon d'avoir pitié de nous, on est fatigués. Je pense que vos propos ont été entendus par les hommes politiques de ce pays, la Côte d'Ivoire. On parle justement de la Côte d'Ivoire, notamment du PDCI-RD avec son congrès extraordinaire prévu le 16 décembre 2023. Bétard Michel, vous voulez répondre à M. Dao Sekou? Non, vous savez,
ces analyses qui sont faites souvent autour du président qui ne sera pas le candidat du parti, je dis que c'est des analyses pour endormir la dynamique des militants du PDC. Monsieur Pita, pourtant, les textes n'obligent pas d'avoir une telle configuration. Les tests ont été faits et ils existent parce que nous savons que dans la démarche politique ivoirienne, dans la sociologie politique ivoirienne, le président du parti est toujours le candidat. Donc, ça ne nous surprend pas. La donne a changé. Qui a changé quand? La donne a changé. Ça a changé quand? Bédier était le président du parti. Il était le candidat. Jusqu'à ce qu'il... Oui, il était le candidat. Maintenant, dans un tel contexte... Oui. Donc, on change maintenant. Non, il faut recoller les morceaux. Oui. Il faut recoller les morceaux. Oui. Non, tu sais... Le PDCI est un parti fort. Tu sais, ce qui va rendre le PDCI fort, oui, c'est que le PDCI revienne au pouvoir. Donc, si tu veux faire du PDCI un parti fort, donne-lui les moyens d'arriver au pouvoir. Et le seul moyen d'arriver au pouvoir, je te le dis, c'est que le président du parti porte l'étendard pour emmener le parti. Mais tu comprends avec moi qu'on ne peut pas construire une maison sans les fondations. Les fondations du PDCI. Les fondations, c'est le président du parti qui constitue la fondation du parti, sur lequel maintenant va s'appuyer tous les autres commissions. La fondation du parti, c'est le président qui doit le mettre en place. Il doit mettre cette fondation en place. Cette fondation, c'est le président. Donc si le président n'a pas les manettes du parti, il est clair que ce président-là ne pourra même pas diriger le parti, il ne pourra pas arriver au pouvoir. C'est le président qui doit avoir les manettes du parti pour conduire le parti à la magistrature suprême. Sans quoi, si nous changeons, si nous prenons un président du parti, un président et un candidat qui n'a même pas les manettes du parti, je parie que le PDCI est parti pour échouer lamentablement à la présidentielle poursuite. Non, mais je pose une question. Oui, en quoi est-ce qu'aujourd'hui un président du parti, PDCI, quel qu'il soit, peut empêcher un candidat qui fait l'unanimité, qui a l'onction populaire au PDCI d'être candidat? Mais si quand tu parles d'unanimité, s'il fait l'unanimité, qu'il prenne la présidente du parti. S'il fait l'unanimité, qu'il prenne la présidente maintenant. Pour ne pas que le parti somme le parti soit dégarni. S'il fait l'unanimité, que le président qui veut être le candidat du PDCI en 2025 prenne le parti maintenant, de sorte qu'il soit le candidat du PDCI en 2025 et que le PDCI arrive au pouvoir. Et si Guikawe était de bonne foi? Il était de bonne foi pour... Tu penses que je doute de la foi de s'en tenir seulement qu'à la présidence et ne pas lorgner. Non, s'il te plaît, tu penses que je peux douter de la bonne foi du président Guikawe? Mais je parle du parti, comment le PDCI va arriver au pouvoir. Je ne doute pas de la bonne foi du président Guikawe. Mais je dis, parce que j'ai beaucoup de respect pour cette personnalité, pour tous ces combats qu'il a menés. Nous, aujourd'hui, quand militons au PDCI, c'est des hommes comme ça que nous regardons, c'est leurs valeurs que nous portons. Mais je dis... Est-ce que pour ces valeurs-là, il n'est pas l'homme qu'il faut pour diriger le PDCI? Je dis, puisque Guikawe lui-même, il s'est démis du combat légitime du PDCI, c'est-à-dire celui d'arriver au pouvoir. Je crois que pour l'instant, il mérite des postes, il mérite des responsabilités au PDCI, mais pour l'instant, le président du PDCI qui sera élu le 16 décembre, soit celui qui peut conduire le PDCI au pouvoir. Parce qu'il aura la machine du parti, il aura les instruments du parti, il aura le temps de sillonner les différentes zones. En 2 ans, tous les militants seront derrière lui pour que le PDCI arrive. Alors, monsieur, avant 2025, on doit passer forcément par 2024. Et en 2024, précisément en février, au Sénégal, il y aura une élection présidentielle. On va en parler à présent. Au Sénégal, le parti, le PASTEF, les Patriotes, a annoncé dimanche 19 novembre 2023 son plan B pour l'élection présidentielle de février 2024 après l'échec de son leader Ousmane Sonko qui n'a pas réussi à être de nouveau inscrit sur les listes électorales. Le parti de l'opposition a désigné Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général et bras droit d'Ousmane Sonko comme son candidat. Messieurs, voici donc le dernier sujet que vous allez débattre sur ce plateau de la revue de presse grand format. Qu'est-ce que vous en pensez? On commence d'abord par vous, Daousekou. Je pense que le PASTEF, le parti africain, des patriotes africains du Sénégal, pour le travail, l'éthique et la fraternité, le PASTEF a démontré à travers ce choix porté sur Faye que c'est un parti qui a une vision. Il a pris les devants, étant donné les années judiciaires de son leader charismatique, notamment Ousmane Sonko.
et étant donné également leur volonté d'en découdre avec le parti au pouvoir lors des élections présidentielles, il a jugé bon de trouver une pièce de rechange et non des moindres, en la personne de Diomaye Faye déjà, qui, il faut le dire, est un ami de longue date de Ousmane Sonko et qui porte également les valeurs idéologiques du PASTEF. Donc je pense que ici c'est un pied de nez que le PASTEF fait au gouvernement sénégalais qui pensait que la solution Sonko était derrière eux. Et là, ils sortent du carton Diomaye Faye pour affronter le gouvernement. Vous pensez qu'il constitue un sérieux obstacle pour le pouvoir? Non, pas un obstacle, mais le gouvernement sénégalais ne s'y attendait pas. Parce qu'il faut le dire, le gouvernement sénégalais s'était tellement focalisé sur Ousmane Sonko qu'ils n'ont pas vu la parade que leur préparait le PASTEF. Mais je pense qu'ici, parce que qui dit Faye, dit Ousmane Sonko, dit idéologie du PASTEF. Ce n'est pas en réalité l'individu, mais c'est l'idéologie qu'il porte en fait. Donc, tous les militants qui se reconnaissent en Sonko viendront également soutenir Faye pour la victoire finale et collective du PASTEF. Donc, je pense que c'est une leçon de politique que le PASTEF a faite à tous les partis politiques, à tous les acteurs politiques, pour dire qu'en politique, il faut toujours avoir sous son aile une pièce de rechange au cas où les choses tournaient mal. Et ça, c'est à saluer. Alors, M. Beta, comment est-ce que vous pouvez expliquer le choix de Faye? On avait d'abord salué la jeune démocratie sénégalaise en disant que le Sénégal, depuis un certain temps, est un modèle de démocratie. Et les acteurs politiques, notamment le parti de Ousmane Sonko, viennent de nous montrer qu'ils sont fondés idéologiquement. Ils ne sont pas fondés autour des hommes. C'est vrai que l'homme peut être celui qui porte les plus grandes estimes du parti, mais aujourd'hui, ils ont montré que le parti a un fondement. Ce qu'on ne voit pas souvent dans certains partis en Afrique. Au point qu'un leader politique va vous dire « Non, j'ai accédé le pouvoir à une jeune génération qu'on voit l'a fait. » Et aujourd'hui, on ne voit même plus cette jeune génération-là. C'est lui seul qui est là. C'est à croire qu'il n'y avait personne en dehors de lui. Mais là... Est-ce que ça n'a pas été aussi le cas au PDCI Qui a dit qu'il va céder? Non, bref. Je fais ce parallèle-là pour montrer aux uns aux autres que le Sénégal, la jeune démocratie sénégalaise qu'on salue, est en train de nous montrer des exemples. Il faut le voir et il faut le saluer. Il faut que les acteurs politiques comprennent que la politique, d'abord, c'est d'abord une idéologie. Ce n'est pas un individu. Et l'individu va passer, mais l'idéologie doit demeurer. Aujourd'hui, ils ont pris Faye. Faye a aussi des ennuis judiciaires, ça il faut le faire. Oui. Il a des ennuis judiciaires. Mais les avocats ont estimé que si ces ennuis doivent porter atteinte aux autres, ils vont trouver quelqu'un d'autre. Voyez-vous comment on mûrit politiquement au Sénégal et quand on regarde ce qui se passe chez nous, on a mal au cœur. Les gens ont l'impression qu'en dehors d'eux, il n'y a plus quelqu'un. Alors que les intelligences ne manquent pas. Même autour d'eux, il y a plein d'intelligences. Mais prévaloir les intelligences, ils préfèrent prévaloir leur personne. Et c'est ça qui nous tue. Est-ce que vous pensez que si Ousmane Sonko avait le choix, il allait laisser passer Faye? Il y a d'autres qui n'ont pas le choix, mais ils ont bloqué l'avancée des autres. Non, il faut saluer ce qui a salué. Il ne faut pas chercher la petite bête là où il n'y en a pas. Bref, pour dire qu'aujourd'hui, avec ce tour de bras qu'a reçu le PASTEF, je crois qu'aujourd'hui, leurs adversaires, que ce soit le pouvoir ou l'opposition même comme eux, gagneraient à chercher aussi un moyen de barrer la route au PASTEF, parce que le PASTEF est bien parti pour remporter les élections du 25 février prochain. Et ça, ce n'est pas moi seul qui le dis, mais là, au moment de recueillir les parrainages, on le voit. Le PASTEF envisage de recueillir 2 millions de parrainages, là où les autres ne sont même pas à ce niveau-là. Ça vous dit qu'ils sont dans une dynamique de remporter même au premier tour ces élections présidentielles. Il est bon de rappeler que selon le porte-parole du PASTEF, au cas où, si par extraordinaire, les ennuis judiciaires de Sonko venaient à être relevés, il serait le candidat du PASTEF. Est-ce que, comme Beta, vous pensez que le PASTEF est bien parti pour remporter la présidentielle au Sénégal? Remporter la présidentielle, il se donne les moyens, en tout cas. Remporter la présidentielle, ce serait trop dire, mais je pense que le PASTEF va titiller fortement le parti au pouvoir. Parce qu'il y a une volonté de changement qui s'est fait sentir au niveau du Sénégal. Et donc, le PASTEF porte aujourd'hui cet espoir-là, cette espérance du peuple sénégalais vis-à-vis de ce changement tant attendu. D'accord, merci messieurs, merci à tous les deux, Beta Michel Dao Seko
Merci à vous d'être passé sur notre plateau en ce vendredi 24 novembre 2023 pour nous aider à commenter l'actualité ici en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Le prochain rendez-vous, c'est le vendredi prochain, sera le 1er décembre, je crois. 1er décembre 2023, on aura encore d'autres sujets intéressants pour vous, toujours à débattre sur les antennes de l'Intelligent TV. Et puis, n'oubliez pas que la CAN 2023, ou si vous voulez 2024, approche à grands pas. Elle est prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. L'Intelligent TV se met aux couleurs de la CAN. Vous aurez très bientôt sur nos antennes une émission d'avant CAN qu'on a baptisée Aqua CAN pour vous présenter les attraits touristiques de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour vous vendre la destination Côte d'Ivoire avant le début effectif de ce tournoi. Merci encore une fois de plus, messieurs, d'être passés sur notre plateau. Et puis, ne manquez pas les différents rendez-vous de l'Intelligent TV. Aqua CAN arrive très bientôt. D'ici là, on se retrouve vendredi prochain pour un autre numéro de la revue de presse grand format. Bonsoir.